Bienvenue dans le grand dossier sur LCI. Inacceptable, intolérable, injustifiable ou encore barbarie. Les déclarations des dirigeants occidentaux se multiplient face à la situation à Gaza, situation humanitaire alarmante. Des ONG tirent la sonnette d'alarme alors que des enfants sont affamés sur place et que l'aide ne passe qu'au compte-gouttes. Qui pour arrêter Benyamin Netanyahou alors que les négociations sont dans l'impasse et que les opérations militaires se poursuivent dans le territoire? Le soutien à l'État hébreu est-il en train de s'effriter? Israël est-il seul face à sa guerre? C'est le thème de notre grand dossier. La situation sur le terrain à Gaza est intolérable à bien des égards. Nous le disons clairement dans tous nos échanges avec Israël et avec d'autres pays, qu'il s'agisse de la mort des personnes qui font la queue pour obtenir de l'aide ou des plans visant à obliger les Palestiniens à vivre dans certaines zones ou à en être exclus, tous ces éléments sont intolérables. Nous avons pris des mesures, comme vous le savez, en termes de sanctions, en termes de vente d'armes, et nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour faire en sorte que nous obtenions un cessez-le-feu. Et pour en parler, nous sommes avec nos invités, nos experts autour de cette table. Noémie Alua, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Essayiste et ex-grand reporter en Israël. Nous sommes également avec le général Richou. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Magali Barthès est également avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Magali, ainsi que Marc Semo qui est également présent pour ce grand dossier qui prend donc la direction de Gaza où les alertes se multiplient. Une centaine d'ONG dénoncent un début de famine de masse dans le territoire avec des enfants qui décèdent pour malnutrition. L'aide humanitaire qui, on l'a dit, arrive au compte-gouttes, gérée désormais par les Israéliens, les Américains. Elle aurait fait 1000 morts selon l'ONU depuis le mois de mai. On va tout de suite aller sur place retrouver l'un des rares journalistes encore présents. C'est un Gazaoui à Gazaville. Rami Abou-Jamous, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vos collègues palestiniens évoquent une faim extrême, un manque d'eau potable, une fatigue physique et mentale croissante qui les empêche de couvrir ce conflit. Qu'en est-il ? Malheureusement, c'est pas que mes confrères, mais c'est l'état physique et psychologique de 2,3 millions de personnes à Gaza. Mais depuis une semaine, on est vraiment dans la famine. Avant, on était un peu dans la malnutrition. Là, on est vraiment dans la famine. Et moi, personnellement, la semaine dernière jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir de la farine, qui est un peu l'aliment essentiel pour nous, parce que c'est le seul aliment pour faire du pain et d'avoir le sentiment d'être rassasié. Mais malheureusement, moi, personnellement aussi, depuis quelques jours, j'arrive à avoir des lentilles. On mange des lentilles à un repas par jour. Et encore, moi, je suis chanceux d'avoir cette chance, ce privilège d'avoir un plat de lentilles. Mais malheureusement, la majorité de la population de Gaza n'ont pas ce privilège d'avoir ce plat de lentilles. Et en même temps, d'après les Nations Unies, il y a un Palestinien sur 3 qui n'a pas mangé depuis des jours. Et malheureusement, pour trouver à manger, ça devient quelque chose de vraiment très, très, très rare dans la population à Gaza, et surtout les plus vulnérables sont les enfants, les femmes enceintes, les femmes, les personnes âgées. Et c'est pour ça que depuis une semaine, le nombre des décédés à cause de la malnutrition augmente de plus en plus. Rami Abou-Jamous, Israël accuse le Hamas d'exploiter la détresse des civils, notamment en détournant l'aide pour la revendre à prix fort ou en tirant sur ceux qui viennent chercher cette aide. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi ? Malheureusement, c'est toujours cet épouvantail du Hamas que l'armée d'occupation et les Israéliens, ils essaient à chaque fois de priver la population de la nourriture, pas que la nourriture, mais aussi pour les massacres et les boucheries qu'on est en train de vivre. Il y a toujours cet épouvantail du Hamas qui fait tout. Et quand il sort d'une bouche d'un Palestinien, c'est toujours à les mettre en cause. Vous pouvez voir tous les ONG internationales qui sont sur place, les ONG unusiennes qui sont sur place, et pour me dire que tout ça, c'est que des mensonges et qu'il n'y a pas de détournement d'aide humanitaire. Et si il va y avoir des détournements d'aide humanitaire, justement parce qu'il n'y a pas d'aide humanitaire, s'il y a des aides humanitaires suffisamment qui vont rentrer, personne ne veut détourner cette aide humanitaire. On a vu ça pendant la guerre, pendant la première trêve et la deuxième trêve. Mais là, c'est juste le prétexte qu'ils disent à chaque fois. Parce que là, c'est très clair, le but de la guerre, c'est de déporter la population, utiliser cette arme
de la famine, pour que la population se déplace déjà du nord vers le sud. Ils le disent eux-mêmes. Le ministre de la guerre israélien, il l'a dit lui-même. On a fait les 3 postes de distribution d'aide humanitaire de la fondation israélo-américaine, justement pour que la population se déplace vers le sud et après pour les déporter vers l'extérieur. Ils ont parlé de la ville humanitaire qui n'a rien à voir avec l'humanitaire. Ils le disent clairement, mais il y a le ministère et des ministres qui le disent clairement, le vrai projet de toute cette guerre-là. Mais en même temps, quand il y a une indignation internationale, des alertes et surtout la tribune de l'AFP qui a fait bouger le monde entier, je le remercie de fond du cœur, ils commencent à dire qu'on ne peut pas parce que le Hamas, ils font ça, et le Hamas, alors que tout ça, c'est des mensonges. L'aide humanitaire peut entrer facilement d'une façon ordonnante. Ils ne veulent pas de l'UNRWA. L'UNRWA, ils ont 400 centres de distribution d'aide humanitaire. Ils ont tout ce qu'il faut logistiquement, base de données, facilité, tout ce qu'il faut pour que toute personne à Gaza soit servie. Aujourd'hui, malheureusement, on est un peu dans la loi de la jungle. Le plus fort, il est servi parce que le plus fort, ils sont poussés de jouer ce jeu de Hunger Game, d'aller dans les stations, dans les centres de distribution. Ils savent très bien qu'ils vont être tués dans ces centres et malgré ça, ils y vont parce que la vie et la mort, ce sont égaux à Gaza, malheureusement. On est en train de vivre, mais on vit la mort et on est en train de mourir et on essaie et on respire toujours. Donc c'est pour ça que malheureusement que tout ça c'est que des mensonges. Eux-mêmes ils démentissent ces mensonges-là et ils le disent clairement qu'ils utilisent cette arme-là pour déporter toute la population. Merci beaucoup Rami Abou-Jamous pour ce témoignage très précieux. Effectivement, vous êtes un des rares journalistes sur place à Gazaville pour témoigner de ce qu'il se passe en l'absence de la presse internationale libre, indépendante qui peut rentrer. La France a d'ailleurs fait un appel pour que cette presse puisse rentrer dans la bande de Gaza. Merci beaucoup à vous. On va justement écouter le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est exprimé justement sur ces accusations de famine qui les visent directement. Écoutez la réponse. À Gaza aujourd'hui, il n'y a pas de famine causée par Israël. Il y a cependant une pénurie artificielle provoquée par le Hamas. Maintenant, trop souvent, l'histoire complète n'est pas racontée. Cette souffrance existe parce que le Hamas l'a créée. Voilà, alors difficile d'y voir clair. Réaction de Paris aussi cet après-midi. Le risque de famine à Gaza est le résultat du blocus israélien. Noémie Alioua, où est la vérité ? Comment peut-on savoir qui dit vrai finalement ? Mais c'est une excellente question. C'est très compliqué de savoir qui dit vrai puisqu'au fond, il n'y a pas de parole neutre sur cette question. Et ça, c'est très important de le rappeler. Vous savez, on entendait le témoignage très intéressant de ce monsieur journaliste à Gaza. Mais vous savez qu'à l'heure qu'il est, il n'y a pas de journalistes qui sont neutres. Il n'y a pas de journalistes libres de pouvoir véritablement dire ce qu'ils pensent. Aucun journaliste à Gaza aujourd'hui ne peut se permettre, par exemple, de critiquer les actions du Hamas. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous savez que le Hamas contrôle l'information au sein de la bande de Gaza. Et c'est pour ça que Paris a raison d'exiger le fait de pouvoir ouvrir Gaza aux journalistes indépendants. Parce qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucune parole qui est indépendante. On a entendu la parole du gouvernement israélien, mais il faut comprendre que la parole du journaliste palestinien est celle d'une parole qui est contrôlée par le Hamas, qui ne peut pas être une parole qui est libre. Il y a des éléments de langage, il y a des lignes rouges, sinon vous pouvez vous retrouver menacé, votre famille peut se retrouver menacée. C'est très important de comprendre qu'il y a des endroits dans le monde, en Chine, en Corée du Nord, à Gaza, où vous ne pouvez pas critiquer le pouvoir en place, sinon vous prenez des risques pour vous et pour votre famille. Donc la question de la neutralité, c'est la question fondamentale. À mon sens, dans cette histoire précisément, c'est très difficile de savoir où est la neutralité, mais vous avez raison, ce qui est toujours important, c'est de rappeler au moins les deux points de vue et ensuite les gens se font leur propre avis. Alors dans ce contexte très alarmant, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est en Europe cette semaine, il sera à Rome demain et notamment dans l'objet de ces négociations, ce sera la finalisation d'un corridor, un corridor humanitaire. On va voir avec vous, Laura Latchan, de quoi il retourne.
Oui, vous le disiez, donc l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient a prévu un nouveau déplacement cette semaine pour discuter d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et finaliser donc la mise en place de ce corridor d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. On sait qu'il se rendra donc en Europe pour plusieurs réunions sur différents sujets. Selon la porte-parole du département d'État Tammy Bruce, l'émissaire se rend dans la région avec, elle dit, l'espoir de parvenir à un nouveau cessez-le-feu ainsi qu'un corridor humanitaire pour l'acheminement de l'aide que les deux parties ont en fait accepté. La responsable n'a pas donné d'autres détails sur ce déplacement ni sur les contours de ce corridor d'aide. Elle a précisé tenir l'information d'une conversation avec le secrétaire d'État Marco Rubio peu avant son briefing quotidien. Objectif de ce nouveau corridor, établir un chemin sécurisé et fiable pour l'acheminement de nourriture, d'eau, de médicaments vers les zones les plus touchées. Rappelons que depuis la mi-mai, seuls 10% des camions d'aide humanitaire ont pu accéder à l'enclave, selon le directeur des urgences du Programme alimentaire mondial. Depuis la mi-mai, nous n'avons pu acheminer que 10% des camions nécessaires. Je dirais que nous avons suffisamment de matériel positionné en dehors de Gaza pour fournir une assistance à l'ensemble de la population pendant 2 mois. Si nous parvenons à obtenir un cessez-le-feu et si nous pouvons nous déplacer, nous avons la capacité logistique, si nous avons ces conditions opérationnelles pour nous déplacer. On sait par ailleurs que plusieurs pays de la communauté internationale sont mobilisés depuis très longtemps sur cette question. En clair, les États-Unis misent sur ce corridor non seulement pour augmenter l'aide humanitaire, mais aussi comme levier de stabilisation politique. Mais la réussite de cette initiative dépendra en grande partie d'une exécution plus transparente et respectueuse des principes humanitaires. Merci beaucoup Laura Latchon. Restez avec nous dans un petit instant, on reparle de ce corridor, on reparle évidemment de cette situation dans la bande de Gaza ainsi que des réactions des capitales occidentales. On en reparle dans un petit instant sur LCI. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Grand Dossier sur LCI, mais avant cela, les grands titres de l'actualité. Tout d'abord, un nouveau chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Il a été nommé aujourd'hui en Conseil des ministres en remplacement du général Burkhardt. Le général Mandon, un aviateur, était jusqu'à présent chef d'état-major particulier du président de la République. Il est décrit comme calme, affable, empathique. Le nouveau SEMA, comme on dit, aura la tâche à 55 ans de diriger des armées sous pression face à des menaces multiples, notamment la menace russe. Les dernières déclarations de Bruno Retailleau, c'était il y a un petit instant, vous avez pu effectivement les suivre sur LCI. Il apaise le débat, le Conseil des ministres s'est passé de façon normale et calme après ses propos à valeurs actuelles. Selon nos informations, le ministre de l'Intérieur s'est vu reprocher la gestion des violences urbaines récentes. Le président a déploré par ailleurs des prises de position simplistes, un échange qui a été décrit comme pas cordial selon les confidences d'un ministre à TF1 LCI. Pour autant, selon son entourage, Bruno Retailleau n'a pas l'intention de quitter le gouvernement. La dernière compagne de Cédric Jubilard a été entendue librement pendant 4 heures aujourd'hui par les enquêteurs dans le cadre d'un supplément d'information judiciaire ordonné en début de semaine. Il souhaitait l'interroger sur les confidences qu'elle a dit avoir reçues de ce dernier lors de parloirs. Il lui aurait confié avoir étranglé sa femme Delphine, expliqué comment il avait dissimulé le corps. Voilà pour ces grands titres de l'actualité. On parlait effectivement de la situation alarmante à Gaza et de ces accusations de famine. On l'a dit, on l'a vu, le porte-parole du gouvernement israélien les réfute. On a aussi écouté le témoignage d'un journaliste palestinien sur place qui explique cette situation. Général Richoux, effectivement,
C'est compliqué de savoir où est la vérité entre les différents témoignages qu'on peut avoir d'un côté l'israélien, d'un côté le journaliste palestinien, tout en sachant que la presse indépendante ne peut plus rentrer dans le territoire de la bande de Gaza depuis maintenant le début de la guerre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un problème. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien à Gaza et qu'il y a quand même un problème pour nourrir la population. Moi, quelques remarques. D'abord, il y a quand même un constat d'échec. C'est-à-dire que Tzahal est rentré dans Gaza il y a maintenant 2 ans et la situation n'est toujours pas maîtrisée. Quand je vois le porte-parole de Tzahal qui nous explique que c'est le Hamas qui empêche la distribution de la population, ça veut dire que le Hamas n'est pas éradiqué. Alors même que ça fait 2 ans qu'on nous explique qu'ils sont allés au nord, ils sont allés au sud, etc. On relance l'offensive et l'affaire est toujours pas maîtrisée. Donc ça, c'est un constat militaire. La situation n'est pas maîtrisée, le Hamas garde un pouvoir de nuisance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quoi qu'on dise, c'est à la puissance occupante qu'incombe de nourrir la population qu'elle occupe. Donc Tzahal est dans la bande de Gaza, c'est à elle de faire le nécessaire pour que cette population soit nourrie. Et il semble qu'aujourd'hui, ce ne soit pas véritablement le cas quand même de manière correcte. Moi, je ne sais pas s'il y a famine, il n'y a pas famine. C'est très difficile de discerner le vrai du faux. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un drame humain qui se déroule à Gaza. Et ça, c'est véritablement la responsabilité d'Israël, puissance occupante, d'assurer, de subvenir aux besoins, aux soins de la population qu'elle occupe. Voilà, donc ça c'est une chose certaine. Et il semblerait que les méthodes au moins de distribution d'Israël et des États-Unis ne soient pas performantes. Je ne dis pas qu'il y a volonté d'affamer les populations, ça me paraît un peu stupide. Je dis qu'aujourd'hui, vraisemblablement, les moyens mis en œuvre ne sont pas satisfaisants. Marc Semo, sur la venue de Steve Witkoff en Europe, à Rome demain, et sur la négociation de ce corridor. C'est un corridor qui paraît aujourd'hui absolument indispensable, vu la situation. Indispensable et surtout urgent. C'était déjà quelque chose qui avait été évoqué lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères en juillet, où il s'agissait de regarder où on en était de l'accord d'association et d'éventuellement de le remettre en cause, au moins dans ces parties commerciales, qui ne nécessitent pas l'unanimité. Bon, l'Europe étant quand même malgré tout profondément divisée, avec notamment l'Allemagne, pour des raisons historiques évidentes, mais aussi l'Italie, les pays du groupe de Visegrad, qui sont extrêmement réticents à des sanctions sur Israël. Et à l'époque, il y avait eu déjà l'ébauche d'un accord pour faire venir à grande échelle des aides humanitaires. Et c'était il y a 12 jours, il n'y a toujours rien. Donc là-dessus, il est fondamental qu'il y ait ces corridors. Alors ensuite, comment ? On verra. Mais ce qui est extrêmement compliqué, et c'était ce qui... Et néanmoins, on creux, malgré ce que disait notre témoin, Rami Abou-Jamouch, c'est évident qu'il y a des détournements d'aide humanitaire. Il ne pourrait pas ne pas y en avoir dans la situation de chaos, de misère, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on parlait de famine depuis des mois, ce qui était faux. Mais maintenant, c'est devenu une réalité depuis le blocus total, après l'offensive lancée par les Israéliens le 18 mars. Et il y a un blocus total assumé, qui a été un tout petit peu assoupli, mais il reste là. Les Israéliens eux-mêmes jouent en donnant une partie des vivres ou en laissant des clans mafieux s'emparer d'une partie des vivres. Il est évident que le Hamas, qui continue malgré tout à garder des structures dans la bande de Gaza, fait aussi du détournement. Là-dessus, il est très intéressant de lire le récit que fait Jean-Pierre Filiou, qui est un des rares observateurs, journalistes, qui a pu rentrer, qui connaît bien Gaza, qui parle parfaitement l'arabe, ce qu'il raconte dans son livre. C'est un chaos, c'est une violence permanente de tous contre tous. Il raconte qu'il y a plus de blessés dans les hôpitaux dus au combat interpalestinien, souvent, que à cause des tirs israéliens. Donc on est dans cette réalité-là. Et effectivement, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'affamer la population, mais le résultat est là. L'armée israélienne n'est pas faite pour faire de l'humanitaire et des distributions de vivres. Cette Gaza Humanitarian Foundation est une absurdité. Effectivement, il y a eu 1000 personnes qui sont mortes, dont des enfants, pour avoir voulu chercher un peu de vivres, un peu d'eau, etc. Et c'est inacceptable. Donc toute la question maintenant, c'est d'arriver à la fois à parer à l'urgence humanitaire, mais aussi, et on en parlera je pense après, à trouver une solution politique, ce qui est d'autant plus urgent que pour le moment, Israël, qui avait remporté sa guerre contre le Hezbollah, sa guerre contre le Hamas, la guerre contre l'Iran, etc., là, est dans un état de déroute totale au point de vue diplomatique et moral, et qui, à terme, est absolument dévastateur
pour les Alors, Hébreux. justement, Israël est-il en train de perdre ses soutiens? On a entendu de nombreuses déclarations de dirigeants occidentaux. Le pape Léon XIV qui appelait à la fin de la barbarie ce dimanche. Il faut rappeler qu'une église a été visée la semaine dernière à Gaza. Ou encore Jean-Noël Barrot qui dit qu'il n'y a plus aucune justification aux opérations militaires de l'armée israélienne à Gaza. On va également s'intéresser aux opinions publiques européennes avec vous, Magali. Et on va aller devant le grand écran avec vous pour effectivement y voir un peu plus clair sur les déclarations de ces Occidentaux, mais également sur le basculement des opinions publiques sur le conflit à Gaza et des chiffres qui sont, Magali, inquiétants pour Israël. Oui, parce qu'Israël a clairement perdu la bataille médiatique parce que ces images en effet de personnes qui cherchent de l'aide humanitaire, ces images de bombardement, elles ont fait basculer l'opinion après la solidarité évidemment post-7 octobre. Et c'est particulièrement vrai en France. Regardez ce sondage Odoxa, 61% des Français qui soutiennent désormais l'imposition de sanctions contre Israël, 61% des Français, 74% d'entre eux qui soutiennent la politique de la France vis-à-vis d'Israël et les mots très durs qu'avait eu Emmanuel Macron en parlant de honte pour ce qui se passait à Gaza. Aujourd'hui, Paris affirme que ce risque de famine est bien le résultat du blocus israélien. Et ce qu'on voit, et c'est d'ailleurs ce que dit Odoxa, c'est que cette posture d'Emmanuel Macron lui a fait gagner quelques points de popularité dans les sondages. Et en Europe, on retrouve ce même basculement des opinions publiques. Alors ça, c'est un sondage YouGov qui a été fait dans 6 pays européens et qui dit que 13 à 21% des sondés seulement ont aujourd'hui une opinion favorable d'Israël. C'est-à-dire que près de 70% ont une opinion défavorable. Et c'est un effondrement total du soutien depuis 10 ans. En Europe, c'est même le taux de soutien le plus bas depuis 2016. Ça, c'est ce que dit YouGov. Il décroche de 48 points, par exemple, en France depuis 2016. Bon, c'est en Allemagne qu'il reste le plus haut, même s'il a aussi dégringolé. Les Espagnols sont parmi les plus critiques. D'ailleurs, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, avait parlé de génocide sur ce qui se passe à Gaza. Et il y a maintenant de plus en plus de unes de journaux, notamment au Royaume-Uni, qui disent mais pitié, arrêtez arrêtez cette famine avec des enfants dénutris qui font la une de tous les médias européens. Effectivement, et les déclarations des dirigeants s'enchaînent, Magali, mais on a l'impression d'une Europe qui est impuissante. Alors, il y a eu ce communiqué, cette déclaration commune, 28 pays, dont 24 européens, signés par les chefs de la diplomatie, qui disent en effet que les souffrances des civils à Gaza ont atteint des sommets et que c'est inacceptable cet apport d'aide au compte-gouttes, le massacre inhumain de civils. C'est dire si les mots sont forts. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a appelé encore il y a 2 jours Israël à arrêter de tuer les civils en martelant que toutes les options restent sur la table. Sauf qu'il y a bien eu une réunion de l'Union européenne le 15 juillet dernier, justement pour voir quelles étaient les options sur la table, notamment la suspension de cet accord d'association entre Israël et l'Union européenne, et qu'il n'y a pas de consensus parce que certains pays, comme le disait Marc tout à l'heure, à commencer par l'Allemagne, ne veulent pas aller trop loin aussi dans la prise de représailles vis-à-vis d'Israël. Donc on a une situation qui reste quand même largement bloquée. Merci beaucoup Magali. Venez, on va se rasseoir à la table et on va effectivement poser la question à nos invités. Est-ce que, vu la multiplication de toutes ces déclarations de ces dirigeants occidentaux, Noémie Alouga, est-ce qu'on est quand même face à un tournant ? Oui, on est face à un tournant. Israël est de plus en plus isolé. Ce qu'Israël a gagné sur le terrain militaire, il l'a perdu sur le terrain médiatique. Mais malgré tout, je pense qu'Israël n'a jamais... de ce que je connais dans l'histoire d'Israël, c'est un pays qui n'a jamais choisi et fait des choix politiques en fonction de la popularité par ailleurs que ça pouvait lui accorder dans le monde. C'est un pays souverain qui a toujours fait des choix en fonction de sa sécurité. C'est la sécurité qui a toujours guidé les grands choix et les grandes décisions des gouvernements israéliens, beaucoup plus que
le désir, la volonté de vouloir être aimé par le reste du monde. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir la position de la France, ou plutôt de la diplomatie française, qui est encore un petit peu différent. La réaction de la diplomatie française depuis le 7 octobre 2023. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques jours après le 7 octobre 2023, après le pogrom qui a été perpétré par le Hamas, il y a eu quelques jours d'accalmie, il y a eu quelques jours où le gouvernement français s'est tenu aux côtés d'Israël. Souvenez-vous des grandes phrase d'Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de mettre en place une coalition internationale pour aller chasser le Hamas. Mais ensuite, assez rapidement, finalement, la position de la France s'est durcie, et elle s'est durcie avec le temps, on comprend aussi pourquoi, mais la diplomatie française finalement défend ses propres intérêts. Peut-être qu'elle considère que ses propres intérêts aujourd'hui sont plutôt du côté de la défense des Palestiniens plutôt que du côté d'Israël. En tout cas, c'est une position qui s'est réaffirmée avec le temps et qui même s'est renforcée. Voilà, donc il y a deux choses. Il y a la position des gouvernements, la position des opinions internationales qui par ailleurs se rejoignent. Et même personnellement, autour de moi, je vois beaucoup de gens qui soutenaient globalement l'action militaire d'Israël pendant plusieurs mois, qui aujourd'hui considèrent que ce n'est plus possible. Et il y a une sorte de retournement dans l'opinion. On le voit dans vos chiffres, mais vous pouvez le voir aussi autour de vous qu'il y a un changement qui s'opère. Et je reste convaincue que c'est aussi parce que peut-être que le narratif israélien n'a pas réussi à s'imposer. Les arguments d'Israël n'impriment pas et parfois ne sont peut-être pas assez racontés aussi. Alors, nous sommes avec Georges Malbruno, qui est aussi avec nous dans ce grand dossier. Merci beaucoup d'être là, grand reporter au Figaro et spécialiste du Proche-Orient. Georges Malbruno, on a écouté, c'est vrai, ces déclarations des Occidentaux qui sont de plus en plus dures. On voit ces images qui sont poignantes. On entend aussi les témoignages de journalistes qui sont présents à Gaza. On a cette question, qui pour arrêter Benyamin Netanyahou ? Donald Trump, s'il le veut. Mais pour l'instant, Donald Trump ne le veut pas, même si on voit bien qu'il y a eu des initiatives israéliennes qui ont été prises, notamment en Syrie, où Israël est allé bombarder le ministère de la Défense et le voisinage du palais présidentiel. Donc des initiatives israéliennes qui déplaisent à Donald Trump. Mais pour l'instant, il y a un appui affiché par l'administration américaine à Benyamin Netanyahou. Et donc, je crois que les choses sont claires. Effectivement, on voit la diplomatie française, européenne, qui s'émeut, qui critique, qui renonce aussi à sanctionner Israël, mais ça ne va pas au-delà. Et le seul État et la seule personne qui peut arrêter Benyamin Netanyahou, c'est Donald Trump, comme il l'a fait d'ailleurs il y a un mois, vous vous souvenez, lorsque il a fait cesser les bombardements israéliens sur l'Iran. Mais pour l'instant, Donald Trump n'est pas dans cette perspective-là, même si son émissaire Steve Witkoff doit revenir dans la région avec peut-être comme ambition d'essayer d'arriver à un cessez-le-feu, parce que là c'est la clé quand même du drame qui se joue depuis fort longtemps à Gaza, c'est qu'il y a toujours donc les otages israéliens, il y a toujours des opérations militaires ô combien dévastatrices d'Israël, et qu'il faut un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, mais que jusqu'à maintenant, eh bien, les deux camps n'arrivent pas à s'entendre, parce que finalement, malgré les mois qui s'écoulent, on reste finalement sur les mêmes propositions. Le Hamas veut un cessez-le-feu total qui permette la fin de la guerre et le retour d'Israël, de l'armée israélienne en dehors de Gaza. Benyamin Netanyahou, lui, pour des raisons en particulier de politique intérieure, veut continuer cette guerre, est prêt à un cessez-le-feu temporaire, mais veut pouvoir reprendre ensuite les combats pour, dit-il, éliminer le Hamas, alors que le Hamas, militairement, a été très fortement disloqué et n'est plus en capacité de menacer Israël. Il garde encore beaucoup d'hommes parce qu'ils ont recruté, notamment des jeunes, mais ces missiles sont beaucoup moins nombreux. Son désarmement est une option qui est aujourd'hui envisageable. Mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Witkoff va, je crois, voir demain à Rome donc l'émissaire qatarien pour essayer de rapprocher les positions. Voilà, c'est le nœud, la clé de la situation du drame qui se joue à Gaza, c'est effectivement la conclusion
d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Marc Semo, Trump, selon CNN, aurait été aussi pris au dépourvu par les actions d'Israël à Gaza, mais aussi en Syrie. CNN qui indique aussi qu'un scepticisme est en train de monter au sein de la Maison-Blanche envers le Premier ministre israélien. Oui. Et on le voit notamment avec le rôle de l'ambassadeur Mike Huckabee, ambassadeur américain en Israël, qui a pris un certain nombre de distances, qui par exemple a été en Cisjordanie, à un petit village Taïbé, où une église avait été détruite par les colons. Donc il y a tous ces signes. Il faut voir qu'avant même son installation à la Maison-Blanche, la veille, déjà par son envoyé spécial, Steve Witkoff, Donald Trump avait imposé un cessez-le-feu aux deux parties, qui a tenu du 20 janvier, qui a permis un certain nombre de libérations d'otages, jusqu'au 18 mars où les Israéliens ont relancé l'offensive. Parce qu'il ne faut pas oublier, d'abord, qu'il y a quand même, et ça pèse aussi sur la position américaine, la réalité des otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Et donc, jusqu'ici, depuis le début de cette guerre, seule la négociation a permis la libération d'otages. Et donc c'est aussi pour ça qu'une partie de l'opinion israélienne pèse, manifeste pour demander cette négociation. Et le seul qui peut imposer cette négociation de résultats, malgré tout, c'est Donald Trump. L'Union européenne, on en parlait tout à l'heure, elle est le principal partenaire d'Israël économique et le principal donateur par ailleurs à l'autorité palestinienne, elle est impuissante. Seul Donald Trump le peut. Et Donald Trump a, par rapport à Israël, une relation quand même assez ambivalente. Oui. Il ne faut pas oublier... Les deux hommes ne sont pas spécialement proches. Voilà, les deux hommes ne sont pas spécialement proches, mais au-delà même des questions personnelles, il ne faut pas oublier qu'avant l'attaque contre l'Iran, où Trump a suivi finalement Benjamin Netanyahou, il y avait eu un certain nombre de signes. Il y avait eu par exemple une tournée dans le Golfe à Riyad, où Trump ne s'était pas ensuite rendu en Israël. Oui. Il y avait eu les accords avec les rebelles houthis qui tirent en mer Rouge pour exonérer les bateaux américains des attaques de rebelles houthis. Il y avait eu la libération d'un otage américano-israélien. Il y avait eu l'ouverture de négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Donc c'était autant de signaux que Trump avait sa stratégie qui n'était pas nécessairement celle de Netanyahou. Et je terminerai là-dessus. Pour Trump, il est fondamental d'arriver pour son nouveau Moyen-Orient, pour les accords d'Abraham, à un accord globalement avec les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite. Or, cet accord est impossible tant qu'on ne trouve pas une solution durable pour le sort de Gaza. Aucune reconnaissance mutuelle entre l'Arabie Saoudite et Israël n'est possible, tant, selon les mots du prince héritier saoudien, qu'il n'y aura pas un signal clair et sans aucune ambiguïté de la décision de l'État d'Israël à permettre un État palestinien. Magali, sur le scepticisme qui monte au sein de la Maison-Blanche envers le Premier ministre israélien, il y a aussi un responsable de la Maison-Blanche qui s'était confié à Axios et qui avait dit ceci: Bibi s'est comporté comme un fou, il bombarde tout et n'importe quoi, cela pourrait compromettre les efforts de Donald Trump. Donald Trump qui est aujourd'hui agacé finalement par le comportement de Netanyahou. Oui, parce qu'il n'aime pas être pris de court et il l'a été sur ces bombardements sur la Syrie, et que plusieurs responsables maintenant se confient dans la presse pour dire qu'en effet ça ne va pas, que Netanyahou n'en fait qu'à sa tête, et que finalement les États-Unis manquent de prise sur son action, qu'il est dicté par sa politique intérieure. Et donc oui, il y a un agacement de Donald Trump qui va essayer ces prochains jours de mettre une pression à nouveau maximale sur Netanyahou pour obtenir ce fameux accord d'échange prisonniers palestiniens contre otages retenus par le Hamas. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas très bien comment se passent ces négociations. On voit des allers-retours, mais il y a énormément de discrétion sur le sujet. Mais c'est vrai que Trump rêve d'une seule chose, c'est de pouvoir brandir cet échange, cette libération. Vous savez qu'il est arrivé le 20 janvier à la Maison-Blanche avec la libération de certains de ses otages. Et il avait dit tout le bien à ce moment-là qu'il pensait de Witkoff, qui est donc son émissaire, qui sera en Europe pour ce même sujet. Mais depuis, en fait, le 20 janvier, rien n'a bougé. Or, son grand rêve de Moyen-Orient ne peut passer que par une solution à Gaza. Alors, Général Richoux, on voit l'impuissance des Européens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. On voit les opinions publiques qui sont quand même en train aussi de se détourner d'Israël. Et on voit un Trump qui n'agit pas vraiment, mais qui est quand même agacé par ce qui se passe. Celui détient la clé ? C'est Trump qui détient la clé, et d'ailleurs c'est lui qui détient les clés de la logistique israélienne. Alors quand on dit que Netanyahou n'en fait qu'à sa tête, s'il voulait arrêter, on va dire maintenant ça suffit, il a été capable de le dire avec l'Iran, ça s'est arrêté en 24 heures, ça a été un coup de maître.
Alors moi, je suis pas un grand fanat de Trump, mais quand il a dit on arrête, les avions israéliens ont fait demi-tour. Hein, et là, on fournit les munitions, on fournit les bombes, et en fait, il ne se passe rien. Et on n'est pas capable d'imposer la volonté à Netanyahou. Hein. C'est pas Israël, en fait, c'est Netanyahou qui en fait à sa tête, parce que finalement, quelque part, il vit de la guerre. Aujourd'hui, Netanyahou, pour qu'on évite de s'occuper de la responsabilité de la faillite du 7 octobre. Quant à l'Europe, elle est absente, il faut bien le dire. Quand on parle de sanctions contre Israël, je veux dire, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. L'Allemagne, en soi, déjà, par le principe de culpabilité qu'elle a depuis la Deuxième Guerre mondiale, sera incapable de prendre une décision qui puisse pénaliser Israël d'une manière ou d'une autre. On l'a vu ici comme dans d'autres domaines. L'Europe n'est pas une Europe puissance sur le plan militaire, sur le plan politique. Et elle a du mal à se mettre d'accord, à parler d'une seule voix. Alors effectivement, on discute, mais je ne vois pas arriver une position coordonnée. Non, là, vous avez raison, la décision, la clé, c'est Donald Trump, c'est personne d'autre. Gilles Kepel aussi est avec nous. Merci beaucoup d'être là ce soir dans le Grand Dossier, professeur des universités, spécialiste de l'islam du monde arabe, auteur du bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plomb. Il y a aussi, on voudrait aussi vous écouter là-dessus, mais aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière. La seule église de Gaza qui a été visée, ça a fait bouger, ça a effectivement fait bouger Donald Trump, qui a demandé à Israël de s'excuser assez rapidement, et puis d'un retour d'un déplacement à Gaza. Il y a aussi le patriarche latin de Jérusalem qui a déclaré que la situation humanitaire était moralement inacceptable. Est-ce que c'est aussi un événement qui a pu faire bouger les choses ? Oui, bien sûr, puisque vos invités l'ont rappelé tout à l'heure, même l'ambassadeur américain en Israël, qui est un chrétien évangéliste très philo-sioniste dans sa doctrine, a fait le déplacement dans le village chrétien de Taïbé, en Cisjordanie, pour protester. Et les Israéliens, l'armée israélienne a déclaré que c'était une erreur d'ajustement ou quelque chose comme ça, que ce n'était pas volontaire, mais le dommage, bien évidemment, est fait. Il y a eu 3 morts dans la seule église catholique de la bande de Gaza, et ça a suscité, bien évidemment, l'ire du pape, et ça a, d'une certaine manière, rendu solidaire un certain nombre de catholiques du monde de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les intérêts de M. Netanyahou ni d'Israël. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. J'ai entendu vos invités s'interroger sur l'espèce d'impasse. On a l'impression qu'on ne comprend rien. D'abord, sur les offensives israéliennes. Il semble bien que depuis un certain nombre de mois, et en tout cas depuis le 7 octobre, il y a dans l'armée israélienne une sorte de rupture de la chaîne de commandement qui est liée au fait que de plus en plus d'officiers sont allés se former dans les écoles religieuses, et donc de sionistes virulents, sionistes religieux virulents qui appartiennent au parti de M. Smotrich et de M. Ben-Gvir, que ce sont eux qui sont les commandants opérationnels en action, et un certain nombre de tirs ordonnés par ces officiers et qui ne remontaient pas à l'état-major ont été signalés. Vous avez eu un entretien dans Le Monde hier avec le grand spécialiste de l'armée israélienne Sami Cohen qui relevait également ce phénomène. Donc comme si d'une certaine façon, M. Netanyahou, qui dépend pour sa majorité à la Knesset des partis de colons de M. Ben-Gvir et Smotrich, finalement laissait faire. Et donc là, il y a une espèce de provocation de plus en plus importante qui se manifeste, qui a été encore du reste soulignée, puisque Madame Daniela Weiss, qui est l'une des porte-paroles du mouvement qui veut recoloniser Gaza, vient d'organiser dans une salle publique près du Parlement d'Israël, la Knesset, une réunion pour le programme de recolonisation de Gaza, proposant des logements, faire le fameux projet de Riviera. Et aussi examinant le projet de Riviera de Trump dans la bande de Gaza. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Mais Gilles Kepel. Exactement, oui.
S'agissant de la réaction également du monde arabe, je vais vous montrer une photo. Tiens, c'est le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. Il est aux côtés du président tunisien Kais Saied et il lui a montré des photos d'enfants affamés à Gaza. Je ne sais pas si on peut voir la photo de ce conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, qui est aux côtés du président et qui lui dit il est temps que l'humanité entière se réveille. Quelle est la position? Regardez, effectivement, voici cette vidéo qui a été publiée sur le compte Facebook de la présidence tunisienne et les photos qui sont montrées au envoyé spécial de Donald Trump pour l'Afrique. Que fait également le monde arabe face à ce qu'il se passe à Gaza? Alors traditionnellement, le président Saïd est très très engagé pour la Palestine et ne cache pas son hostilité à Israël. Bien évidemment, c'est une pression qui lui est propre, mais qui reflète l'opinion, pour d'autres raisons, d'un grand nombre de gens dans le monde arabe, que ce soit les populations ou les dirigeants. Et le sentiment qu'on a, c'est que aujourd'hui, précisément, le président Trump ne fait rien. Et il ne fait rien parce que, d'une certaine façon, le Premier ministre Netanyahou a compris que l'administration américaine est aujourd'hui assez dysfonctionnelle. Le président, par les rapports, change d'opinion très régulièrement. Et là, depuis l'attaque sur la Syrie, on a le sentiment par Israël qu'il a été pris complètement au dépourvu et que même lui n'a plus véritablement de contrôle sur la situation et sur la capacité, sur la modalité d'offensive des dirigeants et de l'armée israélienne. Et ça, c'est un grand point d'interrogation. Je vous entends vous demander qui peut faire quelque chose. Alors tout le monde dit les Européens sont hors jeu. Seul le président Trump peut faire quelque chose. C'est à se demander aujourd'hui si véritablement la machine diplomatique américaine, et on le voit avec la façon dont ces envoyés spéciaux, justement, sont dans une situation complexe et difficile, est elle-même encore en train de faire quelque chose. Si vous voulez, le président Trump avait promis de faire la paix en Ukraine en 24 heures, de résoudre le problème de Gaza pour le jour de son inauguration, de faire libérer les otages. Or, 6 mois après, ces effets d'annonce n'ont pas été confirmés. Oui. Et donc ces interlocuteurs, d'une certaine manière, aujourd'hui, ne sont plus particulièrement effrayés par des menaces qu'ils peinent à mettre en œuvre. Merci beaucoup Gilles Kepel. Général Richoud, effectivement, on se pose la question de l'absence ou de l'indifférence de ces différents États arabes, notamment l'Arabie Saoudite, qui pourrait peut-être peser aussi sur les États-Unis. La Tunisie, effectivement, là, on voit que le président est en train de montrer à l'envoyé spécial de Donald Trump des photos de famine à Gaza. Quelle est leur position ? Le vrai problème, c'est que ils sont intermédiaires, visiblement, dans les négociations entre Israël, le Hamas, etc., l'Égypte, les Émirats arabes unis, éventuellement le Qatar, mais ils sont étrangement absents des processus de régulation des crises. Par exemple, les réfugiés. Pas un pays arabe ne propose d'accueillir un seul réfugié palestinien. On nous en parle en Europe, on dit en France on va accueillir des Palestiniens, mais quel pays arabe propose d'accueillir des Palestiniens? Donc effectivement, les pays arabes, ils sont à peu près aussi unis que les pays européens, c'est-à-dire qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de pays arabes, et donc ils ont chacun leur logique, et il est évident, par exemple, quand on est l'Égypte, ou bien même la Jordanie, qu'on n'a pas envie d'accueillir des Palestiniens, parce qu'il y a des très très mauvais souvenirs, il y a Septembre Noir, etc. Voilà, donc ils n'ont pas envie de se retrouver avec des camps au Chabra et Shatila au Liban, etc. Donc je crois effectivement qu'ils sont quand même... volontiers intermédiaire, mais quand même pas particulièrement partie prenante pour trouver la solution à ce problème complexe. En tous les cas, ils n'ont pas forcément le levier pour tordre le bras à l'une ou l'autre partie. Et ça va même plus loin, puisque souvenez-vous que l'Égypte a dit à Israël, si vous faites en sorte que des Palestiniens rentrent sur notre territoire, nous allons vous déclarer la guerre. C'était une interview très claire de Al-Sisi, juste après le 7 octobre, en disant à Israël, attention, nous ne voulons pas récupérer trop de réfugiés sur
sur notre territoire, sans doute par crainte de déstabilisation. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir la réaction du monde arabe, et même plus largement la réaction du monde musulman face à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'au fond, les pays qui avaient signé des accords de paix avec Israël n'ont pas rompu ces accords de paix après tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ni l'Égypte, ni la Jordanie, et ensuite pas non plus les pays qui ont signé les accords d'Abraham. Les Émirats arabes unis, ils auraient pu rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. Ça ne s'est pas fait. De même pour le Maroc, de même pour tous les pays qui ont rejoint les accords d'Abraham. Et aujourd'hui, quand vous regardez les déclarations de l'Arabie saoudite, écoutez, ils ne sont pas non plus si virulents vis-à-vis d'Israël. Ils disent nous sommes en capacité de mettre en place des accords de paix peut-être demain s'il y a un État palestinien qui naît, mais enfin, encore une fois, on sent bien qu'il y a une volonté malgré tout d'aller vers la solution à 2 États. Mais oui. Eh bien, c'est ce dont on va parler dans quelques instants sur LCI. Restez avec nous, le grand dossier se poursuit. Retour sur le plateau du grand dossier avec nos invités, nos experts. Et avant de se poser la question de cette solution à 2 États, est-ce qu'elle existe encore? Cette réaction du président israélien, il s'est rendu à Gaza et voici ce qu'il dit, Isaac Herzog. Nous agissons ici conformément au droit international. Nous fournissons une aide humanitaire conformément au droit international. Voilà ce que dit le président israélien qui s'est donc rendu à Gaza. Magali, voilà ce qu'il dit aussi. Ceux qui tentent de saboter cette aide sont le Hamas et ses partisans. On voit que le président, il doit s'exprimer face effectivement aux réactions qui se multiplient, aux images qui commencent de plus en plus à choquer la communauté internationale. Première fois qu'il va à Gaza depuis le début de la guerre, et en effet pour essayer d'imposer évidemment la vision, le narratif israélien sur ce qui se passe à Gaza au moment où on entend ces critiques et ces mots de plus en plus alarmistes de la communauté internationale sur la famine qui sévirait, qui serait sur le point de sévir à Gaza. C'est vraiment une façon de répondre à ces critiques des ONG, des capitales occidentales. On a fait le tour tout à l'heure. On voit bien ce tollé international qui monte. Et donc, cette volonté d'envoyer Isaac Herzog, le président, un peu au-dessus de la mêlée pour essayer de convaincre, en effet, que tout ça, c'est bien à cause du Hamas qui tente de saboter en effet la distribution de cette aide humanitaire. C'est comme on le disait au début de l'émission, parole contre parole. Marc Sévaux ? Oui, alors c'est effectivement jouer de l'image d'Yitzhak Herzog qui est quand même différente de celle de Benjamin Netanyahou qui passe pour plus modéré, plus à l'écoute. Mais c'est surtout, comme le disait très bien Noémie au début, ce genre de pression extérieure sur Israël... Et on le voit, effectivement, le président israélien à Gaza. ...ne marche pas. Il y a une espèce de volonté de souveraineté sécuritaire extrêmement forte. Et il y a une phrase qui résumait très bien ça. C'était Golda Meir, l'ancienne Premier ministre, qui était une des figures historiques de l'État d'Israël, qui disait aux Occidentaux « Je préfère avoir vos critiques que vos condoléances ». Général, cette venue du président israélien, on a vu les images, il est sur place et il s'exprime, et comme le disait Magali, il y a un narratif à donner au monde occidental. Oui, il y a un narratif, mais comme je l'exprimais tout à l'heure, nous exprimer que le Hamas a une force de nuisance. Je me rappelle que les objectifs de l'armée de Tzahal en octobre de 2023, c'était la destruction du Hamas. Et c'est la preuve qu'on est en 2025 et que le Hamas n'est pas détruit. Ça veut dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Donc il y a quand même, derrière, il veut se justifier, mais il y a un constat d'échec. On ne peut pas nous expliquer qu'après 2 ans de guerre dans la guerre de Gaza, dans la bande de Gaza, eh bien c'est le Hamas qui continue à faire la loi. Donc là, il est en train de dire que la guerre n'a pas atteint ses objectifs. Ensuite, eh bien, écoutez, je comprends que Israël fournit une aide, mais visiblement elle n'est pas suffisante, elle est chaotique. Donc le droit international précise que l'armée occupante doit fournir l'aide nécessaire et survenir aux besoins et aux soins de la population occupante. Or, visiblement, même si quelque chose est fait, ça n'est pas suffisant, c'est chaotique et ça n'est pas conforme au droit international. Ça, je pense qu'on peut le dire, sans aller jusqu'à la volonté de famine, la volonté d'affamer ou bien les forcer à exiler. Je ne suis pas du tout dans ce complotisme. Mais le résultat c'est que le Tzahal, Israël, ne fait pas ce qui devrait être fait pour nourrir et s'occuper d'une population de 2 millions et demi de personnes actuellement.
Mais ça aussi pour une raison que vous venez aussi d'évoquer et qui est très importante de rappeler, c'est-à-dire que le Hamas existe encore, le Hamas impose encore sa loi à la population. Détient encore des otages. Détient encore, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait aussi des raisons pour lesquelles cette guerre se poursuit. Et c'est vrai qu'on parlait de l'hubris de Netanyahou. Alors sans doute, mais c'est très important de comprendre cette question fondamentale des otages. C'est-à-dire que la population israélienne est très attachée à l'idée de faire revenir chez eux ces otages qui ont été arrachés à leur foyer le 7 octobre de 2023. Vous avez encore 50 otages, dont environ 20 qui sont encore en vie et qui sont depuis 20 mois dans les geôles du Hamas, peut-être sans voir la lumière du jour, peut-être maltraités, peut-être affamés. Les témoignages de ceux qui sont sortis montrent déjà la difficulté qu'ils ont vécue dans ces tunnels. Et donc, vous avez cette question des otages, cette question du Hamas qui continue, malgré tout, à être très important pour comprendre tout ça. Et pour revenir brièvement sur les propos du président israélien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise le terme de droit international. Or, vous savez que ce terme-là est régulièrement utilisé contre Israël. Et c'est comme s'il prenait les armes des anti-israéliens, qu'il les retournait contre eux. Bon, le droit international, ça s'interprète comme à chaque fois, comme le droit d'ailleurs, le droit international comme le droit s'interprète. Il est la plupart du temps utilisé contre Israël pour dire qu'Israël ne respecte pas le droit international. Bon, là, c'est presque cocasse. Le président israélien qui est effectivement un peu le good cop quand Netanyahou est un peu le bad cop. Donc c'est la voix israélienne, disons, un peu plus affirmée, un peu plus apprécié, un peu plus paisible. C'est lui qui aujourd'hui réutilise, un peu plus consensuel, on va dire, qui réutilise ces termes de langage, qui réutilise cette arme, le droit international, qui le retourne contre les anti-israéliens. Oui, mais est-ce que ça peut marcher, Magali ? C'est à destination, en effet, de la communauté internationale et de ses voix de plus en plus critiques. Et puis justement, parce que c'est Isaac Herzog, c'est aussi certainement à destination de l'intérieur de la population israélienne. Qui manifeste aussi, qui continue de manifester ces familles d'otages dont on parlait. Et aussi pour la situation à Gaza, bien sûr. Mais qui veulent, puis qui veulent un accord, qui veulent une négociation pour faire sortir les otages. Parce que, en fait, c'est la façon dont le gouvernement israélien a réussi à les faire sortir depuis le début de cette guerre et qui continue à mettre la pression pour que justement un cessez-le-feu puisse être trouvé. Et c'est vrai qu'on nous l'annonce, ce cessez-le-feu, pratiquement chaque jour là, ces derniers temps. On dit ça va arriver, on y est, et à chaque fois tout ça est repoussé sans cesse. Donc il y a cette immense aussi lassitude, détresse de ces familles d'otages qui veulent enfin que tout ça aboutisse. Marc Semo. D'autant que les termes du cessez-le-feu, on les connaît depuis des mois. C'était déjà ceux en janvier, c'est-à-dire libération des otages en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, avec toute la question de démilitarisation du Hamas, qui peut être obtenue, et surtout la question est quelle permanence, quelle position pourra ou ne pourra pas continuer à garder l'armée israélienne dans la bande de Gaza, notamment sur la frontière sud avec l'Égypte, par où et il y a le problème de la gouvernance, de l'après-guerre aussi. Et la gouvernance de l'après-guerre, là c'est plus Israël, c'est là-dessus que justement l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays arabes ont un rôle fondamental sur ce qui pourrait être une espèce de protectorat international arabe, notamment sur Gaza. D'autant plus que ça aura toute son importance quand on sera venu le temps de parler d'une solution à deux États. C'est notamment à l'agenda fin juillet. Rapidement, Magali, le président Macron finalement ne s'y rendra pas. Oui, parce qu'il y avait une première réunion qui a été torpillée par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Donc finalement, ça va se tenir la semaine prochaine au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais c'est toujours cette initiative finalement franco-saoudienne pour avancer vers cette solution à deux États. Avec l'idée de rebondir en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies, cette fois-là, les dirigeants Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être intervenus dans ce grand dossier.